Morning News. Qu'est-ce qui explique la hausse de prix des denrées de première nécessité au Mali? La réponse dans ce journal. Les groupes armés de la SEMA et de la plateforme ont tenu la première rencontre du cadre stratégique permanent. C'était le week-end dernier à Kidal. Nous ferons également un tour au Vatican pour les nouvelles du pape François qui se porte bien après son opération du côlon. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Depuis un certain moment, le Mali fait face à une flambée de prix des denrées de première nécessité. Qu'est-ce qui explique cette hausse de prix? Notre reporter Adama Sanogo a fait un tour dans le marché de Amdalaï. Le marché est cher. La phrase est sur toutes les lèvres. Ce matin, dans le marché de Amdalaï situé en commune 4 du district de Bamako, les prix des denrées alimentaires connaissent une augmentation, ce que déplorent les commerçants. Le kilo de la viande coûte 3 000 francs. Or, avant c'était à 2 200 francs, soit 2 300 francs. Avant, on prenait le kilo de l'oignon à 175 francs pour le revendre à 250 francs. Maintenant, le kilo est passé à 300 francs. Nous le revendons à 400. Avant, le bidon d'huile était à 13 500. Maintenant, le bidon est à 22 500. Nous vendons le litre à 1 200 francs. Avant, je prenais le carton de poisson à 14 000. Il est passé à 23 000, souvent jusqu'à 24 000. Le kilo était à 1000 francs ou 1100 francs. Aujourd'hui, il est à 1300. Même son de cloche pour cette cliente, déçue par la flambée des prix des denrées de première nécessité. Quand je viens au marché, je m'inquiète. Quand la viande devient chère, le poisson le devient automatiquement. Le kilo de la viande est à 3000 francs CFA. Madame Mariam Kone est la présidente du Front contre la vie chère. Ce mouvement qui a déjà mené plusieurs luttes contre l'augmentation des prix des denrées alimentaires ne compte pas baisser la garde. Nous avons lutté contre l'augmentation du prix de pain. C'est durant le deuxième coup d'État, nous avons assisté à une augmentation des prix des denrées alimentaires. À la veille de notre sortie récente, nous avons été contactés par les autorités. Jusque-là, nous les observons. Interpellé par le Conseil national de transition sur la question le jeudi 1er juillet dernier, le ministre de l'Industrie et du Commerce a affirmé que plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour pallier cette grogne sociale. Je vous en parlais dans les titres. Les groupes armés de la SEMA et de la plateforme ont tenu la première rencontre du cadre stratégique permanent le week-end dernier à Kidal. Une rencontre qui a été sanctionnée par une déclaration finale qui a l'allure d'un processus parallèle à l'accord d'Alger. Suivons l'analyse de Haruna Saliakouni. Le jeudi 6 mai 2021, la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 étaient en conclave dans la capitale italienne. Après 2 jours de travail, le cadre stratégique permanent voit le jour, à travers une déclaration commune, dite déclaration de Rome. Les ennemis jurés d'hier se disent être aujourd'hui dans une dynamique de régler de façon consensuelle et à travers le dialogue toute question d'intérêt commun et problèmes pouvant entraver la cohésion sociale dans les vastes territoires du Nord Mali. Ces retrouvailles entre les ennemis d'hier inquiètent certains observateurs qui voient derrière cette démarche un processus parallèle à l'accord d'Alger. Pour cause, il est sorti de la rencontre de Kidal une intention des mouvements à unifier et coordonner leurs efforts en vue de s'occuper de la sécurisation du territoire qu'ils appellent l'Azawad. Cette initiative est semblable au mécanisme opérationnel de coordination MOC, un volet majeur de l'accord d'Alger. Le MOC qui peine à être opérationnel devrait déployer des bataillons mixtes composés de femmes et de groupes armés en vue de la sécurisation des personnes et de leurs biens. L'initiative du CSP risque de plomber davantage le MOC. En plus de cela, les deux mouvements se sont convenus d'avoir une position commune sur toutes les questions relatives à la mise en œuvre de l'accord. Une convention qui pourrait fragiliser et isoler davantage le gouvernement qui constitue une partie. En dernier lieu, le CSP annonce qu'il a été rejoint par la coordination des mouvements de l'inclusivité, qui est elle aussi
signataire de l'accord d'Alger. Ces initiatives personnelles n'inquiètent pas le gouvernement, qui a même envoyé une délégation à cette première rencontre. Dans la liste des grands chantiers de la transition au Mali, le projet de révision constitutionnelle surplombe. Où en est cette tâche ardue qui avait été entamée par le gouvernement de Mokhtar Ouane? Quelques explications avec Abdoulaye Kouniba Konaté. L'ancien ministre de la Refondation, Mohamed Koulibaly, avait annoncé qu'un avant-projet de révision constitutionnelle serait fourni en juin dernier. Peu de temps avant ce délai, la transition a pris une nouvelle tournure avec les événements du 25 mai 2021, engendrant ainsi la venue des nouveaux présidents qui a nommé son premier ministre. À 8 mois du temps imparti à cette période transitoire, il sied de soulever la problématique à savoir, est-il possible de réaliser ce projet de révision? En effet, la constitution de 1992 qui régit le Mali est connue pour avoir été l'objet de moult tentatives, toutes suspendues de manière terrifiante. De Alpha Omar Konaré à Ibrahim Boubacar Keïta, en passant par Amadou Toumani Touré, tous ces présidents de la Troisième République ont goûté amèrement à la ténacité que représente cette question de révision constitutionnelle. La plus récente remonte à 2017, quand le président Ibeka a fini par céder au mouvement d'opposition anti-révision appelé Ante-Abana. Aujourd'hui, même si un avant-projet n'est pas effectif, le gouvernement de Choguel Maïga prévoit de réviser cette constitution. Ce dernier s'était prononcé sur la question en précisant que c'est l'expertise des Maliens qui aura la charge de la relecture des textes et de proposer un avant-projet. En outre, en se référant aux enjeux qui concourent cette révision, à savoir l'accord d'Alger qui balance entre relecture et application effective, l'adoption d'un texte par le Conseil national de transition, organe législatif actuel qui est souvent jugé illégitime, l'organisation d'un référendum, en plus de la multitude de défis auxquels les autorités sont confrontées, sans oublier que tous ces points doivent être traités dans un court délai de 8 mois, il convient de mener une grande réflexion autour de la question. Le directeur général de la police nationale a animé hier un point de presse dans le but d'informer la population sur les différentes opérations menées par ces hommes. C'était à la direction générale de la police nationale. Reportage Eladja Malik Guiteya. C'est la deuxième fois depuis sa prise de fonction que le patron de la police nationale se prête à cet exercice. Exercice qui avait pour but de faire le point sur les différentes visites effectuées à l'intérieur du pays et dans les 17 commissariats de Bamako. Pendant ces visites, j'ai à plusieurs reprises constaté l'insuffisance de moyens mis à leur disposition, en ce qui concerne notamment les équipements informatiques. Il y a aussi urgence à rénover les locaux de certains de nos commissariats pour une meilleure sécurisation de nos personnels. Qu'à cela ne tienne, le directeur général de la police nationale est visiblement satisfait des résultats obtenus. Plusieurs de nos commissariats se sont particulièrement signalés par leur efficacité, que ce soit celui du 3e arrondissement, celui du 5e arrondissement, du 12e, du 17e, le commissariat de Kenyeba, le commissariat de Kita, pour ne citer que ceci. Plusieurs arrestations de délinquants, saisies de drogue et d'armes sont à mettre à leur actif. Ces résultats, selon lui, s'expliquent par une intensification des patrouilles. Ces bons résultats sont en grande partie dus à une intensification de nos patrouilles. Les patrouilles pédestres, les patrouilles motorisées, de jour comme de nuit, qui quadrillent, vous l'avez constaté, inlassablement Bamako et les grandes villes du pays. Toutefois, le directeur général de la police nationale a précisé le rôle important de la population dans la lutte contre l'insécurité. Cela a été rendu possible grâce à une étroite collaboration avec la population. La sécurité et l'éradication de la criminalité et de la délinquance est l'affaire de tous, pas de la seule police. Par ailleurs, le patron de la police nationale a affirmé l'acquisition de 105 pick-up Toyota et bientôt la fin des formations de 2994 jeunes policiers. 3250 seront recrutés courant 2021. La paire doit changer de camp, soutient-il.
Les habitants de Gouana-Djiné-Bougoуда ont tenu leur deuxième assemblée générale ce dimanche 4 juillet 2021. Objectif, définir les démarches à mener pour contrer les activités inégales menées par l'association des habitants hors zone aéroportuaire de Gouana. Les détails avec Moussa Tembini. Les résidents de Gouana-Djiné-Bougoum montent au créneau à travers une assemblée générale pour dénoncer les pratiques d'une structure dénommée Association des habitants hors zone aéroportuaire de Gouana. Il est reproché à la dite association d'agir dans l'illégalité avec des manœuvres frauduleuses qui ne servent pas les intérêts de la population. Cette assemblée générale, son objectif est qu'il y a une association qui est avec nous ici, qui nous arnaque notre argent depuis du lustre, depuis dans les années 2006. Ils sont là, ils prennent de l'argent avec les gens. Et puis c'est de l'argent escroqué aux paisibles citoyens. Donc nous sommes là pour le dénoncer et puis pour réclamer nos droits. Les habitants de la localité, déçus et victimes des pratiques déloyales, dénoncent. De dénoncer l'attitude d'une association dénommée Association des habitants hors zone aéroportuaire de Gouana, qui est un groupement d'hommes qui travaillent en toute illégalité et qui extorquent également de l'argent aux habitants. Si on estime, l'argent est estimé à plus de 400 millions de francs CFA, d'après les informations que nous avons reçues. Et également, ces gens, je dis bien, les membres de l'association, qui font croire aux habitants qu'ils ont un titre foncier, alors que ce n'est qu'une simple association qui parle au nom de la population, mais que cette même association est là à arnaquer cette population et ses habitants. Au Mali, le foncier est un véritable casse-tête. Les citoyens en longueur de journée sont victimes d'abus par des spéculateurs fonciers. La justice doit prendre ses responsabilités, agir et agir vite. Au Mali, l'avenir du journal papier devient incertain pour cause le manque d'intérêt à l'égard de ce média traditionnel. Nombreuses sont aujourd'hui les personnes qui préfèrent s'informer via les réseaux sociaux. Ce fait a d'impact sur les patrons de presse et les distributeurs. Reportage Adamo Sanogo. Le Mali compte plus de 200 organes de presse écrite. Malgré ce chiffre important de parution, force est de reconnaître que le journal papier n'est pas lu. Distributeurs, revendeurs et patrons de presse se plaignent de leurs conditions. Bon, les problèmes réels des journaux maliens, ça c'est d'abord, le prix est cher, ça c'est la première des choses. En même temps, les informations, il y a trop de journaux. Quand il y a trop de journaux, les gens n'ont pas vraiment le choix, quoi. Vraiment, ils sont obligés de choisir un ou deux journaux comme ça, à partir avec ça. Le marché, il est véritablement lent, à ce sens que le tout se retrouve présentement au niveau de cette petite tablette, si vous voulez, ces applications téléphoniques. Donc nous sommes dans ces rouages, et ça sous-entend que le secteur évolue d'une manière véritablement basse aujourd'hui. Pour la jeunesse, l'information sur les réseaux sociaux est plus rapide et l'accès est facile par rapport au journal papier. Puis tout le monde s'informe à travers les réseaux sociaux parce que c'est encore plus facile et souvent il y a des vocaux qui viennent. Donc quand tu n'as pas la facilité de lire, tu peux écouter les différents vocaux et comme ça te facilite les informations. Donc pour cela, moi je me base d'abord sur les réseaux sociaux. Les patrons d'organes, de leur côté, affirment que les journalistes n'ont pas une formation de base. Il y a, vous n'êtes sans savoir qu'il y a au moins 200 titres qui paraissent. Et le contenu est le même. Les gens ne fournissent pas d'efforts. Ils ne tiennent pas compte aussi de l'éthique et de la déontologie pour vraiment pouvoir faire ce travail. Les béabas du journalisme sont foulés au sol. En plus de cela, Tchemoko Traoré ajoute que le Malien n'a pas l'amour de la lecture. Le lecteur ne lit pas les journaux. Ce n'est pas comme dans les pays voisins comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, où tôt le matin, les gens se viennent faire le rang pour, comme s'ils payaient leur petit pain, pour prendre leur journal. Ce n'est pas ça au Mali. Il conclut que l'avènement des réseaux sociaux a eu d'impact sur la presse écrite en termes de vente. Bon, avec la prolifération
des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux aussi, on balance des informations. L'information que toi, journaliste, presse écrite, privée, tu veux sortir, tu trouveras que cette information déjà est caduque. Elle est sur les réseaux. Je ne vois pas d'avenir pour la presse, pour les journaux papier. Les patrons de presse interpellent les autorités maliennes à assainir plus ce milieu. En définitive, ils veulent un journalisme fondé sur le respect de l'éthique et la déontologie. L'infographie du jour nous conduit à la découverte des monts Ambori. Les monts Ambori constituent un massif rocheux situé dans le prolongement de la falaise de Badjangara, dans la région de Mopti au Mali, près du village d'Ambori, à environ 150 km de la ville de Douanza. Culminant à 1155 mètres, le Ambori Tondo est le sommet le plus élevé du Mali. C'est un site archéologique. Plusieurs grottes auraient été habitées il y a 2000 ans. La population actuelle des monts Ambori est principalement des ethnies des Songhai et des Dogons. Suivons l'actualité internationale avec Fanta Diarra. Jacob Zuma défie de nouveau la justice. L'ancien président sud-africain a déclaré à des centaines de partisans réunis devant son domicile ce dimanche qu'il faisait appel à sa condamnation à 15 mois de prison. Annoncée la semaine dernière par la Cour constitutionnelle sud-africaine, cette décision de justice exigeait de Jacob Zuma qu'il se rende aux autorités dans les 5 jours. L'ex-chef d'État risque maintenant d'être arrêté par la police. « Je ne demande pas de la sympathie, mais la justice. Mon âge, mon état de santé et toute autre circonstance atténuante n'ont pas été prises en compte lorsque l'emprisonnement a été décidé. M'envoyer en prison au plus fort d'une pandémie à mon âge revient à me condamner à mort, affirme Jacob Zuma. La plus haute juridiction d'Afrique du Sud a statué ainsi après que l'accusé ait refusé de témoigner devant une commission chargée d'enquêter sur des allégations de corruption durant sa présidence de 2009 à 2018. Des responsables du parti au pouvoir, le Congrès national africain, s'y sont rendus dans la province du KwaZulu-Natal où vit Jacob Zuma pour tenter d'apaiser les tensions. Les partisans de l'ancien président Jacob Zuma rassemblés devant son domicile promettent d'empêcher toute tentative d'arrestation. Le pape François a subi dimanche à Rome une intervention chirurgicale programmée pour une inflammation du côlon. Le Saint-Père a bien réagi à l'intervention conduite sous anesthésie générale. Le pape François, 84 ans, a été admis dimanche 4 juillet à l'hôpital romain à Gemelli, où il a subi selon un communiqué du Vatican publié peu avant minuit. Le pape François souffre d'une inflammation potentielle douloureuse des diverticules, hernie ou poche qui se forment sur les parois de l'appareil digestif et dont la fréquence augmente avec l'âge. Une des complications possibles de cette affection est la sténose, c'est-à-dire un rétrécissement de l'intestin. Le pape est arrivé vers 15 heures en voiture sans escorte, accompagné de son chauffeur et d'un proche collaborateur. Il pourrait rester 5 jours en convalescence dans une chambre du 10e étage de l'hôpital. En visite d'État en France, le président italien Sergio Mattarella a envoyé un message de soutien au pape en lui transmettant les pensées affectueuses de tous les Italiens. Et les manifestations de solidarité affluaient sur les sites Facebook de l'agence officielle du Vatican. Que l'Esprit Saint guide la main du chirurgien, écrivait une fidèle cilicienne. Dimanche midi, il a célébré la traditionnelle prière dominicale Regina Coeli à la fenêtre de la résidence Sainte-Marthe pour les fidèles rassemblés sous un soleil de plomb sur la place Saint-Pierre. Il semblait en bonne forme et réjoui d'annoncer une visite d'État en Slovaquie du 12 au 15 septembre. Son deuxième voyage à l'étranger seulement en 2021 après l'Irak en mars. Aujourd'hui, âgé de 93 ans, il vit reclus dans un monastère de la Cité du Vatican. Il est apparu de plus en plus fragile ces derniers mois, se déplaçant en chaise roulante et s'exprimant avec difficulté. Les autorités ont déclenché dans la nuit de dimanche à lundi la démolition du reste de l'immeuble de Floride, dont une partie s'est effondrée jeudi 24 juin, effectuant à ce jour 24 morts et 121 disparus. La tempête Elsa, attendue mardi dans la région, a augmenté les craintes pour la sécurité des secouristes au moins d'une explosion contrôlée.
Les autorités ont décidé de détruire ces restes instables de l'immeuble de 12 étages de crainte qu'il ne s'écroule de façon incontrôlée lors du passage de la tempête tropicale Elsa prévue mardi en Floride. Les recherches des victimes avaient été suspendues samedi pour préparer la démolition. La majeure partie de l'édifice baptisé Champlain Towers South s'était écroulé en pleine nuit le 24 juin dans un nuage de poussière, l'une des plus graves catastrophes urbaines de l'histoire des États-Unis. Le président a évoqué des questionnements sur l'entretien et la structure du bâtiment, sur des travaux de construction à proximité, sur la montée des eaux. Un rapport notait dès 2018 des dommages structurels majeurs ainsi que des fissures dans le sous-sol du bâtiment selon des documents publiés par la ville de Surfside. Ainsi s'achève ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi, également à l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Bonne suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Morning News.